Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les studios de RFI pour votre rendez-vous avec l'économie africaine, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, en compagnie de ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno. Nous recevons ensemble une personnalité qui a à la fois de l'expérience, qui a des responsabilités de haut niveau et une ambition pour l'avenir à très court terme. Bonjour Amadou Hott. Bonjour Monsieur Faure, bonjour Aurélie. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation pour partager votre vision, vos projets pour la Banque africaine de développement, puisque vous êtes l'un des 5 candidats à sa présidence. On va y revenir. Vous, l'ancien ministre de l'économie du Sénégal, au parcours très riche dans le monde de la finance. Pour mieux encore vous connaître, un condensé de ce parcours avec Aurélie. Alors Amadou Hott, on vous présente souvent comme un technocrate pur et dur, un ingénieur financier obsédé par les tableaux Excel, les notations de Moody's et les modèles économiques. Mais ce serait oublier qu'avant tout ça, il y a Thiaroye Gare, votre quartier de naissance en banlieue de Dakar. Cette enfance, pas encore une école de la haute finance, mais plutôt celle de la débrouille des idées qui valent plus que les diplômes. Pourtant, très vite, c'est à l'international que vous tracez votre route, d'abord Dakar puis Paris, et surtout New York, où vous avez suivi un programme en finance quantitative à la prestigieuse NYU, New York University. Dans la foulée, vous enchaînez à Londres, Paris, chez Société Générale, BNP Paribas, ABN AMRO, vous y structurez des financements lourds, des montages complexes qui, à l'époque, sont aux antipodes des réalités économiques africaines. Dans le même temps, vous conseillez le déjà milliardaire nigérian Aliko Dangote. Et en 2012, alors que votre carrière dans la haute finance est bien lancée, vous décidez de rentrer au Sénégal. Pourquoi ? Parce que, je vous cite, « Regarder l'Afrique depuis Londres ne suffit plus, il faut construire de l'intérieur ». Vous dirigez le Fonds souverain d'investissement stratégique après avoir cofondé un fonds de capital investissement basé à Dubaï et axé sur l'Afrique. À l'époque, c'est presque une anomalie. Les capitaux africains sont encore frileux à miser sur leur propre continent. Ça veut dire qu'on ne peut pas agir pour l'Afrique depuis Londres, depuis Dubaï, depuis New York, depuis Lagos, même si on est en Afrique anglophone pour l'Afrique francophone. Ça veut dire qu'il faut être sur place physiquement ? D'abord, je voudrais remercier pour cette opportunité d'échanger avec vous et remercier également les auditeurs et les auditrices qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais dire que c'est une possibilité toujours d'être à l'étranger et de travailler sur le continent, mais on est plus efficace, je pense plus impactant quand on est au fait de ce qui se passe sur le continent, aux côtés des décideurs, mais également aux côtés des populations, aux côtés des entreprises. Cet engagement vous ouvre d'autres portes. En 2016, Akinwumi Adesina, alors tout juste élu à la tête de la Banque africaine de développement, vous recrute comme vice-président en charge de l'énergie, du climat et de la croissance verte. Votre mission, trouver de l'argent pour financer l'électrification du continent et lancer le programme Desert to Power qui vise à transformer le Sahel en géant de l'énergie solaire. C'est d'ailleurs là que vous vous faites repérer, à la fois comme technocrate de terrain et comme financier pragmatique, capable de parler aussi bien à la Banque mondiale qu'à une start-up solaire basée à Bamako. Est-ce que vous croisez des technocrates déconnectés, justement, qui sont un peu loin des réalités africaines ? Forcément. Absolument. Dans le cadre de notre expérience, que ce soit quand on était à Londres ou à Dubaï, on côtoyait des banquiers également d'investissement qui intervenaient sur l'Afrique, qui conseillaient soit des entreprises ou des gouvernements pour lever de l'argent. Mais comme je l'ai dit, être sur le terrain, c'est autre chose et c'est ça que nous avons voulu faire donc en rentrant d'abord au Sénégal, d'abord à Lagos en 2008 comme directeur général de la banque d'affaires du groupe UBA. C'était UBA Capital à l'époque. Un tout petit mot peut-être sur votre relation avec Akinwumi Adesina. Vous espérez lui succéder. Quelle est votre relation et est-ce que cette relation est potentiellement un atout pour vous ? Le président Adesina, je l'ai rencontré d'abord quand j'étais le directeur général du Fonds 6 et il venait d'être
donc élu président de la BAD, on s'est rencontrés donc aux Nations Unies. Il y avait une table ronde sur la mobilisation des investissements sur l'Afrique. Et après mon intervention, nous avons échangé. Et par la suite, un an après, un cabinet de recrutement donc m'a contacté pour me dire que vous aviez un profil qui pourrait intéresser donc la BAD et d'autres organisations d'ailleurs qui investissent sur le continent. C'est comme ça que j'ai passé les tests, j'ai fait les entretiens et c'est comme ça d'ailleurs que la BAD m'a offert le poste de vice-président, donc en charge de l'électricité, de l'énergie, des changements climatiques et de la croissance verte. Et vous diriez que c'est une amitié professionnelle Je dirais il y a un respect mutuel et une admiration mutuelle également. Le président de la BAD, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement dur, qui, je dirais, presque 24 heures sur 24. Et quand vous êtes à côté de lui également, vous êtes obligé de vous donner à 300%. Alors ça, c'est en 2016, 2017, 2018. En 2019, retour à Dakar. Vous devenez ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale sous la présidence de Macky Sall. Et là, changement de décor, vous passez du costume de banquier à celui du VRP en chef du plan Sénégal émergent, fameux PSE. On vous voit à Davos, à Riyad, à Paris, multipliant les roadshows pour vendre la promesse d'un Sénégal qui attire les investisseurs. Et puis, pendant cette période, vous avez dû aussi gérer la crise Covid à partir de 2020-2021, avec des conséquences très importantes pour les économies africaines et notamment l'économie du Sénégal. Est-ce que ça a été un moment difficile? C'était un moment difficile pour tous les pays, qu'ils soient développés ou en développement. Et ce qui était nouveau dans ce rôle, c'est que le ministère était un nouveau ministère. Donc, je suis le premier ministre de l'économie, du plan de la coopération, suite à la séparation donc, entre les deux ministères, avec un ministère des Finances et du Budget, donc à côté donc, de notre ministère. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir les meilleures équipes possibles pour pouvoir transformer, pour pouvoir faire les réformes. Et ce qui était intéressant également, dans le cadre de ce rôle, mon travail ne se limitait pas seulement à vendre le Sénégal, mais c'est vendre l'Afrique. Donc j'étais le Sherpa du président, par exemple, lors du sommet organisé par la France sur le financement des économies africaines pour un peu mobiliser des ressources suite à la crise de la Covid. Et j'étais coprésident donc, du comité de pilotage donc, qui a eu des résultats exceptionnels sous la présidence de la France avec un co-parrainage du Sénégal. Dans la presse africaine et internationale, on vous décrit comme l'un des ministres les plus business-friendly du gouvernement de Macky Sall, un atout mais aussi une cible. Certains vous reprochent une vision trop PowerPoint, trop tournée vers l'externe, pas assez connectée aux réalités sociales du pays. Aujourd'hui, Amadou Hott, vous avez quitté ce costume ministériel, mais votre nom revient dans une autre bataille, on l'a dit, celle de la présidence de la Banque africaine de développement. Vous avez d'ailleurs déjà commencé votre campagne de lobbying à Abidjan comme à Washington et j'en passe. Ce qui fait votre force en tout cas, ce parcours hybride, banquier formé à l'international, mais aussi homme de terrain, capable de lever des fonds pour une PME africaine. Mais ce qui fait votre faiblesse, c'est aussi peut-être une image lisse, trop technocratique, à l'heure où certains plaident pour une BAD plus politique, plus combative dans les négociations avec le Nord. Alors aujourd'hui, Amadou Hott, ce portrait n'est pas qu'un retour sur votre parcours, c'est aussi une question. Quel Amadou Hott êtes-vous prêt à être maintenant? Le financier international, le défenseur des intérêts africains ou le futur président d'une banque africaine de développement en quête d'un nouveau souffle? Eh bien, vous allez avoir tout le temps de répondre à ces questions dans cet entretien que tout le monde pourra partager et commenter. Le grand invité de l'économie en vidéo sur YouTube et en toutes lettres sur jeuneafrique.com. Amadou Hott, allons droit au but. 5 candidats briquent donc la présidence de la Banque africaine de développement. Vous faites partie des favoris. Il y a aussi le Mauritanien, Sidi Oulta, la Sud-Africaine, Bajaboulile Tchabalala, et aussi le Tchadien, Mahamat Abastoli, et le Zambien, Samuel Maimbo. À quelques semaines du scrutin, est-ce que vous y croyez ? J'y crois fermement. Je voudrais juste revenir sur en fait cette image que Aurélie a décrite tout de suite. C'est vrai que j'ai fait du PowerPoint quand j'étais banquier d'investissement, mais au gouvernement, il ne s'agit pas de faire des PowerPoint. Ce n'est pas ça, gouverner.
Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est de mener des batailles. Gouverner, c'est de mener des équipes. Et partout par où je suis passé, les gens me reconnaissent comme quelqu'un qui a la capacité presque extraordinaire de former les meilleures équipes, de s'entourer des meilleures équipes et d'avoir des résultats concrets. Que ce soit à la UBA Capital, où on a restructuré la banque d'affaires pour faire d'elle l'une des meilleures banques d'affaires du pays. Que ce soit donc à la Banque africaine de développement, où on a augmenté les capacités d'investissement avec le secteur privé de 150%. En tant que ministre de l'économie, avec des réformes également concrètes, avec des équipes performantes, et en défendant le Sénégal et l'Afrique. J'étais aussi le Sherpa au G20, où j'ai fait le plaidoyer pour renforcer celui du Sénégal, pour que l'Afrique également soit au G20. Et ça, ce n'est pas du PowerPoint, c'est vraiment du concret. Alors ça, c'est le passé. Moi, j'y du crois, présent et de l'avenir. Voilà, du présent et de l'avenir, j'y crois fermement, vu le profil que nous avons, l'expérience publique et privée, avec des résultats concrets et également une connaissance de la BAD, fait de nous un candidat qui peut très rapidement lancer des chantiers, faire des réformes qui sont importantes qu'on doit faire également à la BAD, mobiliser des ressources, rendre la banque beaucoup plus agile, moins bureaucratique et également attirer plus de talents et maintenir le talent également qu'on a à la banque. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement? Parce que votre profil, quand on regarde les autres profils, il y en a qui peuvent aller sur le même terrain que vous. Qu'est-ce qui vous différencie? La grosse différence, c'est d'abord la capacité à gérer des équipes en tant que manager. Pas seulement faire des discours, mais en tant que manager. 2, c'est avoir des résultats concrets. À chaque fois qu'on me confie une mission, j'ai réussi cette mission-là, que ce soit à la BAD comme vice-président, à UBA. Le fonds souverain, on est parti de zéro. J'ai créé des équipes de zéro. C'était juste une idée de la note de concept jusqu'à faire la loi, faire les équipes. Et aujourd'hui, c'est l'un des fonds les plus importants en Afrique qui investit pour le compte de l'État et qui attire des investisseurs et qui fait de l'effet de levier. Et les banques de développement aujourd'hui ont besoin de faire plus d'effets de levier. On ne peut pas toujours se concentrer sur le financement public. Il faut attirer de l'investissement privé. Pour cela, au-delà de l'environnement des affaires, il faut aussi la préparation et le développement des projets. Et mon dernier rôle à la BAD, comme envoyé spécial du président, j'ai mobilisé avec les équipes de la BAD et de Africa 50 pratiquement 300 millions de dollars de financement mixte dédiés au développement des projets. Sans développer des projets, on ne peut pas attirer l'investissement privé en Afrique en masse. On va aller davantage dans le détail tout à l'heure. Aurélie. Juste une question sur l'élection à proprement parler. C'est souvent une bataille d'influence entre des blocs régionaux. L'Afrique de l'Ouest, d'ailleurs, dont est originaire le président sortant Adesina, elle détient déjà la CEDEAO, l'UEMOA. Peut-elle aussi obtenir la BAD? Non, parce que la CEDEAO, c'est pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. La présidente de la commission est une présidente tournante. Aujourd'hui, c'est la Gambie qui est le président de la commission. Et l'UEMOA, c'est l'Union monétaire économique et monétaire ouest-africaine qui rassemble 8 pays d'Afrique. Ça, c'est des blocs qui concernent notre zone. Vous avez la SADC, vous avez l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, la SADC a 2 candidats également, l'Afrique du Sud, et vous avez également la Zambie. La question de l'origine du candidat, à mon avis, surtout aujourd'hui, ne devrait pas être le plus important. La tradition voudrait qu'on alterne entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Non, il n'y a pas de tradition. Depuis que la BAD est créée, l'Afrique centrale n'a pas de présidence de la BAD. Pourtant, il y a eu au moins 8 ou 9 présidents de la BAD. L'Afrique australe a 2 candidats. Si c'était une règle qui tenait, ils allaient être en bloc derrière un candidat. En Afrique de l'Ouest, je suis le seul candidat en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Est n'a pas jugé, n'a pas préféré avoir un candidat. L'Afrique du Nord a un candidat, donc c'est le candidat de la Mauritanie. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles de rotation, pas même de tradition, que ce soit géographique ou bien linguistique. Même si être bilingue à la BAD, c'est extrêmement important de pouvoir communiquer en français et en anglais couramment avec les actionnaires et avec les partenaires au développement. Vous voulez dire que les autres candidats ne sont pas
aussi bilingue que vous? Moi, je sais que je suis parfaitement bilingue. Je ne sais pas si les autres le sont. Je n'ai pas communiqué en anglais avec certains qui sont réputés être des anglophones. Mais je pense quand même que c'est très important parce que le dialogue politique, surtout quand il se fait dans les pays, se font avec la langue officielle du pays. Et donc, c'est important de pouvoir parler le plus de langues possible. Alors, il y a ces jeux d'équilibre et puis il y a le ressenti sur ce travail de la BAD que certains jugent un peu frileuse, un peu trop politique, qui hésitent à prendre de grandes décisions. Est-ce que vous avez envie de les contredire? Moi, je ne suis pas d'accord que la BAD ne veut pas prendre de grandes décisions. Parce que des initiatives que la BAD a initiées durant ces dernières années, et même durant ces 60 dernières années, à chaque fois, il y a eu de grandes décisions. Quel que soit le président de la BAD qui a dirigé cette institution, à un moment donné, ce président a eu à prendre des décisions fortes, à innover pour faire avancer l'institution et pour faire avancer le continent. Ce que je sais, moi, c'est qu'en tant que président de la BAD, si je suis élu et que j'ai la confiance des 81 actionnaires, non régionaux et régionaux, c'est que je me battrai pour défendre l'institution, je me battrai pour que cette institution soit la plus agile possible, qu'elle soit la moins bureaucratique possible, qu'elle soit la plus friendly, donc proche possible du secteur privé. Parce que le développement de l'Afrique aujourd'hui, il ne s'agit pas de s'endetter à tout va pour financer son développement, parce qu'il y a des limites à cette stratégie. La stratégie qui pratiquement n'a pas de limite, je dirais, c'est de travailler avec le secteur privé, de mobiliser les capitaux privés. D'un côté, il y a des centaines de milliers de milliards de dollars d'un côté qui cherchent à investir. Il y a simplement quelques milliers de milliards dont l'Afrique a besoin, mais on n'arrive pas à faire la connexion. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à développer un portefeuille bancable dans la durée, mais aussi des projets transformateurs. Il ne s'agit pas de faire de petites choses. Il faut les corridors dans les infrastructures, des routes, des ports, etc. Et surtout, l'énergie. Sans énergie, on ne peut rien faire. Alors, parmi les projets transformateurs, il y a ce dont vous parlez, les infrastructures, l'énergie, et puis il y a le développement de l'agriculture. Absolument. Aussi, on va écouter à ce propos le président sortant Akinwumi Adesina. Time has come for Africa not just to produce food. Africa must process food. Africa must package food. Africa must have quality standards of food. And Africa must export to others. So when we talk about agriculture, we're not talking about agriculture to maintain poverty. No. Agriculture to create wealth for Africa. Sans agriculture, pas de salut pour l'Afrique? Absolument. Dans beaucoup de pays, la plupart des pays d'Afrique, l'opportunité offerte par l'agriculture, elle est immense. Parce que nous avons 60% des terres arables non encore cultivées. Nous avons assez d'eau. Nous avons également des personnes qui veulent travailler dans l'agriculture. Donc, il faudra non seulement soutenir les petits agriculteurs, donc c'est des millions de familles africaines qui travaillent dans l'agriculture pour leur subsistance. Mais aussi, il faut l'agro-business, parce qu'il faut exporter, parce qu'il faut produire en qualité et en quantité, et surtout transformer ces produits agricoles pour apporter de la valeur ajoutée. Non seulement pour les besoins de l'Afrique, mais également pour l'export. Et ça, l'Afrique a cette possibilité. Alors d'accord, l'agriculture, l'agro-business, mais quelles sont vos grandes priorités justement pour ce poste? On en a parlé un petit peu, vous avez parlé des infrastructures. Il y a aussi peut-être les modes de financement du continent. Qu'est-ce qu'il faut en priorité? Voilà, les priorités pour moi, c'est, comme j'ai dit, l'infrastructure, transport, aéroports, ports, les routes, les corridors surtout, pour permettre aux pays africains de mieux commercer et de commercer plus avec eux. Mais également, ce sont les rails. Mais c'est quoi aussi? Ce sont les power pools pour nous permettre de faire de grandes centrales d'énergie, que ce soit dans l'hydroélectricité, que ce soit des centrales au gaz, mais surtout aussi dans les centrales d'énergie renouvelable telles que le solaire et l'éolien, et exporter. Parce que si chaque pays fait une petite centrale, c'est difficile d'attirer des investisseurs. Certains pays qui ont la possibilité
pour faire de grandes centrales avec des lignes de transmission, mais également avec une réglementation appropriée, avec des contrats respectés, quelle que soit la situation politique entre les pays, pour que les pays aient confiance de dépendre de leurs voisins pour obtenir donc de l'électricité. Si on fait tout ça, je pense qu'on est sur la bonne voie. Sur l'agriculture, il faut amener l'eau, il ne faut pas seulement dépendre de la pluie. Nous avons l'irrigation qui nous offre un potentiel extraordinaire, mais il faut aussi de l'investissement lourd. Il faut la logistique. Il faut le storage également, donc le stockage. Dans beaucoup de pays, surtout pour tout ce qui est fruits et légumes, on peut perdre la production parce qu'il n'y a pas assez de stockage. Donc sur tous ces points-là, il faut que l'Afrique, donc que la Banque africaine de développement puisse continuer donc à soutenir ces pays. Vous allez donc du coup redémarrer certains projets qui sont quand même un peu au point mort. Quand vous parlez de grandes infrastructures électriques, il y a Inga, par exemple, en RDC, un projet qui pour l'instant, des fois il redémarre stop and go, comme on dit, dans le monde du business. C'est un peu votre rôle. Absolument, c'est un projet exceptionnel, projet Inga. C'est Inga 3, c'est 4800 mégawatts. Quand j'étais vice-président, nous avons travaillé pour faire avancer le dossier. Aujourd'hui, c'est presque à l'arrêt. Il faut relancer ce projet, pas seul. Ce projet, c'est minimum 15 milliards de dollars. La Banque africaine ne peut pas le faire seule. La Banque mondiale s'intéresse au projet. Et notre rôle en tant qu'aussi banque de développement, surtout à la BAD, c'est d'avoir ce rôle de fédérateur, ce rôle d'organisateur, d'arrangeur de grands projets transformateurs. Et on distribue les risques parmi beaucoup d'acteurs africains, non africains, les partenaires au développement, les fonds de garantie, les sociétés d'assurance qui font la garantie, pour que ce genre de projet puisse se faire. Sous ma présidence, si je suis élu, des projets transformateurs comme Inga et d'autres, les corridors routiers, le chemin de fer, les gros projets d'énergie, les gros projets de transport d'énergie, par exemple, que ce soit en PPP ou financé en financement public, seront une priorité clé. Ce qui est important pour moi, Bruno, juste un point, je termine, c'est que l'emploi, c'est ça l'objectif final. C'est créer de la croissance génératrice d'emplois. L'Afrique aura plus de 500 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans en 2035. Et tous ces jeunes-là, il faut leur donner de l'emploi et des opportunités économiques. Amadou Hott, vous l'avez dit, les Africains ne peuvent pas compter que sur eux-mêmes. On a besoin aussi de financements internationaux, la Banque mondiale, le FMI. Il y a pas mal de réflexions sur la gouvernance financière internationale. Emmanuel Macron a convoqué plusieurs sommets qui touchaient plus ou moins directement au financement pour promouvoir une finance plus équitable. Est-ce que vous croyez en cette démarche, sachant que pas mal de gens disent aussi que les promesses ne sont pas toujours tenues? Moi, je crois qu'il y a eu des progrès, mais il faut faire beaucoup, beaucoup plus. Les progrès sur la gouvernance de la Banque mondiale et du FMI, surtout au niveau du conseil d'administration, il y a eu des progrès. Mais à mon avis, on peut faire plus de progrès sur vraiment la réduction de la prime de risque africaine. C'est ça qui pénalise le plus les pays africains. Quand les pays africains, pour la plupart, vont sur les marchés internationaux où les ressources sont presque illimitées, nous payons jusqu'à 8 fois plus que ce que payent les pays développés. Et quand cette prime de risque elle est élevée, non seulement elle est très chère pour l'État, mais aussi elle est chère pour le secteur privé. Parce que la prime de risque que paye le secteur privé ou bien les projets privés dépendent de la prime de risque de l'État. Et souvent, même quand on a le même rating, la même notation que certains pays ou beaucoup de pays qui sont en tout cas dans d'autres géographies, les pays africains payent une prime de risque qui peut aller jusqu'à 500 points de base, c'est-à-dire 5% de plus sur le taux d'intérêt. Donc l'Afrique paye 10, là où nos comparables payent 6 ou 4 par exemple. Vous êtes suivi sur cette analyse. Il faut qu'on soit au centre, que la Banque africaine soit au centre des discussions. Les élites financières, est-ce qu'elles sont prêtes à mener ce combat à vos côtés, ou en fait on peut aussi constater des divisions? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusqu'à un Bretton Woods africain? Pas nécessairement un Bretton Woods africain. Moi, déjà, je voudrais noter qu'il y a aussi une réforme de la Banque mondiale et du FMI qui est en cours. J'ai participé même aux travaux il y a un mois donc à Rabat.
sur comment transformer ces institutions pour les rendre beaucoup plus intéressantes pour des pays comme les nôtres. Mais également, sur la question de la prime de risque que j'ai évoquée, il y a une commission dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20 qui est en train de travailler donc sur cette possibilité. Il y a aussi un projet de l'Union africaine de créer une agence de notation qui ne va pas remplacer les agences de notation africaines, internationales. Un très vieux projet. Voilà, mais qui va certainement, s'il est mis en œuvre, aider les pays africains à avoir une meilleure notation. Il ne s'agit pas de remplacer les agences internationales, mais c'est de faire du benchmarking et de conseiller surtout, parce que aussi, il y a un travail que nos pays doivent faire. Et il y a un besoin d'accompagnement de nos pays également. Et la BAD, en tant que président, la BAD jouera un plus grand rôle dans cet accompagnement de nos pays, donc en partenariat avec d'autres institutions qui souhaitent la même chose pour l'Afrique. Puisque l'on parle des relations entre les pays africains, les agences de notation, les grandes institutions internationales et les bailleurs de fonds, je voudrais que l'on écoute à ce propos Papa Amadou Sarr, qui est l'un des dirigeants de l'Agence française de développement, qui a participé il y a quelques semaines au sommet Finances en commun en Afrique du Sud. Il était notre invité il y a quelques semaines. Les donateurs, ils le font parce qu'ils ont des intérêts économiques dans ces pays. Et si ces intérêts ne sont pas défendus, non seulement ils ne décaissent pas tout, ou bien ils donnent en partie, ou après ils investissent ailleurs. Donc c'est aux Africains et aux pays en développement de s'organiser, de collecter plus de recettes, d'augmenter le taux de pression fiscale, de collecter l'épargne et d'investir d'abord dans leur pays. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça permettra aussi aux donateurs, au secteur privé, de venir pour accompagner ces pays africains dans le processus. Vous êtes d'accord avec ça, Amadou Hott? C'est aussi aux pays africains de mobiliser davantage de ressources, d'abord pour engranger des ressources et puis aussi pour rassurer. Je pense qu'on va y revenir, mais surtout l'environnement actuel. Et là, vers où nous allons, ça nous oblige à faire plus, beaucoup plus que ce que nous faisions jusqu'ici. Surtout sur la mobilisation des recettes fiscales, pas nécessairement d'augmenter le taux d'impôt. Parce qu'il y a déjà une grande pression fiscale sur des entreprises identifiées qui sont les mêmes à contribuer. Il faut donc trouver un moyen d'élargir l'assiette fiscale et surtout en essayant d'amener de grandes entreprises qui sont dans l'informel et qui devraient se formaliser. Pour cela, il faut une réforme de certains codes des impôts qui découragent la formalisation. Donc ça, certains pays se sont lancés sur cela. Mais le plus important aussi, c'est le capital naturel de l'Afrique. L'Afrique a des ressources naturelles extraordinaires. Ce qu'on appelle de natural capital, c'est tout ce qui est les forêts d'Afrique, par exemple, qui aident à vraiment atténuer l'impact sur les changements climatiques, à absorber, par exemple, le carbone. Il faut trouver un moyen de monétiser cela et également d'inclure cette capacité dans le calcul des PIB de nos pays, mais surtout d'avoir un marché des crédits carbone qui nous permette de générer des recettes de la même manière que les pays qui produisent, par exemple, des hydrocarbures génèrent des recettes. L'Afrique qui a le carbone, les réserves naturelles, les forêts qui nous permettent d'absorber et de protéger toute la planète, doivent quand même avoir une rémunération appropriée pour générer plus de ressources. Et enfin, juste un point, c'est vraiment de gérer nos entreprises publiques pour qu'elles génèrent aussi. Les entreprises publiques commerciales ne devraient pas être tout le temps déficitaires. Quand elles le sont, c'est du budget national que l'État puise pour renflouer ces entreprises et c'est de l'argent qu'on aurait pu inclure dans d'autres secteurs. Dans tout ce que vous mentionnez, on voit beaucoup d'innovation, d'innovation peut-être financière. À qui l'Afrique doit-elle s'adresser en priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est aux fonds souverains du Golfe qui draguent bien souvent le continent, les fintechs, les fonds d'impact? Ou bien de manière générale, c'est le secteur privé africain qui doit mobiliser ses ressources et justement promouvoir les innovations dont vous parlez? Absolument. L'Afrique doit regarder toutes les opportunités d'investissement et de diversification de ses sources de financement qui s'offrent à elle, pourvu que le coût total, global, soit intéressant pour l'Afrique. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je sais que les fonds souverains du Golfe sont intéressés pour investir en Afrique. Mais n'oublions pas que c'est de l'investissement qui cherche de la rentabilité. C'est de l'investissement pratiquement privé.
C'est comme quand un privé qui investit, qui cherche des returns. Les fonds souverains du Golfe, et tous les fonds souverains d'ailleurs, même le fonds 6 que j'ai créé au Sénégal, privilégient la rentabilité et après c'est l'impact économique de ces investissements. Et ça revient à la question de la préparation, du développement d'un portefeuille colossal de projets bancables dans chaque pays, surtout des projets transformateurs. C'est ça qui va attirer les ressources du Golfe. Ce n'est pas de l'aide publique au développement, n'oublions pas. C'est de l'investissement qui cherche de la rentabilité. Il n'y en a pas assez aujourd'hui des projets bancables? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. C'est ça, en fait, qui fait défaut en Afrique, parce qu'il faut des développeurs pour développer des projets bancables. Il faut également des capitaux qui sont extrêmement chers, parce que quand vous développez un projet, le risque est que vous mettez de l'argent, mais que le projet ne se passe pas. Et vous perdez l'argent. Et donc, le privé ne veut pas mettre son argent dans ce genre d'exercice. C'est pourquoi les États eux-mêmes, les partenaires au développement, les philanthropes et les banques de développement doivent davantage travailler ensemble pour mobiliser des ressources, blended finance, pour développer des projets, comme nous l'avons fait quand j'étais envoyé spécial du président de la BAD sur l'infrastructure verte en Afrique, où nous avons mobilisé 300 millions de dollars. Vous avez mentionné votre pays, le Sénégal. On va parler de son économie dans quelques secondes. Amadou Hott, candidat à la présidence de la BAD et ancien ministre de l'économie du Sénégal, est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On va parler du Sénégal juste après ceci. I am calculating not in terms of the next election. That's no trouble. 68, no trouble. I am calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years, in terms of eternity. And believe you me, the next 1,000 years, we will be here. I won't be here, but people like me and like my friends here tonight will be here. Recognizable, identifiable, 1,000 years from hence. And it is people who calculate and think in those terms that deserve to survive. L'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, c'est une archive de 1965, ça fait 60 ans maintenant. Ne pas penser à la prochaine élection, mais plutôt aux générations futures. Est-ce que vous trouvez que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde dans l'esprit des dirigeants politiques? Je ne peux pas dire que c'est partout dans le monde, parce qu'il y a, dans certains cas, c'est surtout la prochaine élection qui drive les décisions. Mais je note qu'il avait raison. Il est décédé, il n'est plus là. Ça fait exactement 10 ans que Lee Kuan Yew nous a quittés. Et c'est pourquoi c'est important de planifier dans le très long terme. Parce que le développement aussi, c'est dans la durée. Il faut une croissance économique forte pendant une génération, 2 générations, pour éradiquer la pauvreté et créer beaucoup de richesses, comme ça a été dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, notamment Singapour. Ce sont des modèles pour vous? Moi, je pense que c'est des modèles pour nos pays, mais aussi pour beaucoup d'autres pays dans le monde qui cherchent en fait à créer de la richesse, qui cherchent à créer des emplois. Et Singapour, c'est, je pense, spécialisé dans le développement du secteur privé. L'État, c'est vrai, a investi, mais a surtout créé les conditions pour installer massivement des entreprises privées. Mais l'État aussi a été un État très efficace. Donc un État qui gère bien ses ressources, un État qui privilégie la méritocratie, ça a été l'affaire de lance du Premier ministre de Singapour, et je pense que c'est des exemples qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Alors on va dire quand même quelques mots de votre pays, le Sénégal, qui est à la croisée des chemins. Il y a une transition politique que l'on connaît, une exploitation des hydrocarbures, quelques défis de financement. Justement, les hydrocarbures, le Sénégal qui entre dans les pays producteurs de pétrole et de gaz, est-ce que, au vu des événements politiques et des difficultés, est-ce que ce timing vous inquiète ? Moi, je pense que nous avons beaucoup de chance d'avoir découvert donc, du pétrole et du gaz et qu'on commence à voir les résultats, la production donc, de pétrole, mais également la production de gaz donc, qui vient de démarrer. Je pense qu'il y a eu déjà on a commencé, je pense, déjà à exporter donc, le gaz naturel liquéfié. C'est une aubaine et surtout dans la situation actuelle, ça nous permettra de mobiliser des ressources
pour financer donc notre développement. Et ce qui est important, il y avait déjà une loi en 2022, lorsque d'ailleurs j'étais au gouvernement à l'époque, une loi sur la répartition des revenus du pétrole et du gaz qui font que minimum 10% des revenus globaux vont aller vers ce fonds souverain d'investissement stratégique qui va donc permettre d'investir dans l'avenir du pays. Il y aura, qui gère aussi le fonds générationnel, qui va préparer l'avenir, pas seulement pour les Sénégalais d'aujourd'hui, mais les Sénégalais de demain, comme le font les grands pays qui gèrent bien leurs recettes du pétrole. C'est ça qui va éviter au Sénégal de vivre et de rencontrer la malédiction des ressources. Vous disiez que quand vous aviez été ministre, vous aviez structuré ce cadre avec la loi de répartition pétrole et gaz. Est-ce que, selon vous, le cadre est solide encore aujourd'hui? Absolument. Le cadre est extrêmement solide et aussi dans le cadre de cette loi de répartition, on ne peut pas gager en fait nos réserves de pétrole comme le font d'autres pays qui prennent des prêts et qui anticipent sur les revenus futurs du pétrole et du gaz, souvent à des conditions qui ne sont pas très avantageuses. Et ce ne sera pas le cas du Sénégal parce que la loi l'interdit carrément. Et je pense qu'on est sur une lancée qui nous permettra d'éviter donc cette malédiction du pétrole et du gaz. Ce Sénégal qui subit une pression budgétaire, pas mal de débats sur la dégradation de la note souveraine, une dette plus élevée qu'anticipée a été découverte. On parle même de dette cachée. Je voudrais vous faire réagir aussi aux propos tenus par Stanislas Zézé, le fondateur de Bloomfield Investment Corporation, une agence de notation africaine sur cette situation budgétaire sénégalaise. Les nouvelles autorités ont décrié la gestion précédente en prenant le risque d'ailleurs de dire que tous les chiffres étaient pas des bons chiffres. Et ils ont sorti les bons chiffres aujourd'hui. On a vu qu'il y avait vraiment une situation assez difficile. Et aujourd'hui, l'idée, c'est justement de rectifier ça. Pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé parce que justement, l'exécutif contrôle tout et qu'il y a très peu de contrôle parlementaire, très peu de contrôle du système judiciaire. Donc, on se retrouve dans des situations comme ça où les gens sont capables de contracter des dettes en dehors du budget parce qu'il n'y a pas de contrôle. En dehors, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Donc, en dehors du budget, contracter des dettes qui, aujourd'hui, sont des dettes qui sont dilapidées parce qu'on ne sait pas où elles sont passées, parce qu'elles ne sont pas dans les systèmes. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Stanislas Zézé, des dettes en dehors de tout contrôle? Selon vous, est-ce que les nouvelles autorités elles vont pouvoir, elles ont les coups des franches pour agir? Absolument. Je pense que l'exercice qui a été fait de transparence des autorités est un exercice légal. C'est la loi qui l'exige. C'était une directive d'ailleurs de l'IEMOA qui a été internalisée par le Sénégal donc à travers une loi. Et la Cour des comptes donc, a confirmé le travail qui avait été fait par l'Inspection générale des finances. Ce qui est important, c'est qu'il y a absolument actuellement des réformes, un travail colossal qui est en train d'être fait par le gouvernement en termes de changement organisationnel et institutionnel pour éviter que ce genre d'erreurs, que je sens de faiblesse, ne se reproduisent plus. Dans le court terme, bien sûr, il y a un choc, mais dans le long terme, moyen et long terme, le Sénégal sortira grand de cet exercice. Et même si, dans le court terme, notre notation est affectée, la prime de risque a augmenté, mais dans le moyen terme, ce sera très positif pour notre pays. Mais vous auriez aimé que ce travail de transparence, il ait été effectué plus tôt au moment où vous étiez au pouvoir? Vous n'aviez pas les cartes en main à l'époque? Moi, je pense qu'il faut regarder le travail que la Cour des comptes a fait. Le travail de la Cour des comptes a situé des responsabilités. Ce qui est important de dire, c'est que nous n'avons pas été interpellés donc, par cette Cour des comptes. Dans ma carrière, que ce soit dans le public, dans le privé ou à la BAD, je me suis toujours attaché aux principes donc, de bonne gouvernance, de transparence, que ce soit en tant que banquier d'investissement ou en tant que dirigeant du Fonds 6 au Sénégal, ou ministre de l'économie, ou vice-président à la BAD ou envoyé spécial. Donc c'est un principe fondamental. Il n'y a pas eu de dette cachée
par l'ancien pouvoir au Sénégal. Parce que là, vous dites la Cour des comptes a arrêté les choses. Vous dites c'est parce que c'était décembre 2023, donc ça rapporte à 2023. Vous étiez plus aux manettes. Non, c'est pas ce que je dis. La Cour des comptes, son travail, si vous avez suivi, c'est de 2019 jusqu'à 2024. Exactement. Donc ça a couvert une partie du moment où j'étais au Sénégal. Mais ce que je dis également, c'est que tout ce qui est déficit budgétaire, reporting sur la dette ou sur le budget, le ministère de l'économie n'a pas un rôle central sur le reporting. Il y a des responsabilités et la Cour des comptes situe les responsabilités, d'accord ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que ministre de l'économie, je n'ai jamais été interpellé sur ce genre d'exercice parce que, aussi, ne dépendant pas de la responsabilité selon les attributions de chaque ministère. Le Sénégal a vécu aussi ces dernières années une explosion sociale avec une colère des jeunes qui part d'une réalité économique aussi en termes d'emploi. Comment est-ce qu'on réconcilie une discipline budgétaire indispensable aujourd'hui avec des attentes sociales, le besoin de faire ruisseler les bénéfices, par exemple, des hydrocarbures? Moi, je pense que, et d'ailleurs ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de miser plus sur la transformation du secteur privé. Faire par le privé au lieu de vaille que vaille vouloir que l'État fasse. Et ça, c'est valable pour le Sénégal, mais c'est valable aussi pour tous nos pays d'Afrique, parce que nos besoins quand même sont immenses. Et tous nos besoins ne peuvent pas être dans un budget chaque année. Parce que les recettes que nous produisons ne sont pas assez, d'accord ? Parce que si on veut tout mettre, alors que les recettes ne sont pas en face, le déficit budgétaire ne va pas être 5%, ça va être 20-30%. Donc là, c'est vraiment en opposition ce qui a toujours été fait, avec de grosses annonces ultra-volontaristes, des grands projets, mais financés finalement par l'État. Voilà, l'État a financé, et il y a des limites sur ce que l'État peut faire dans le long terme. Il y a des projets, c'est obligé que l'État les finance, parce qu'il n'y a pas de rentabilité financière en face. Mais tout projet qu'on peut convertir en projet PPP, où le privé peut contribuer son capital, contribuer dans la gestion, dans la technologie, gérer et se faire rémunérer, nos États doivent privilégier ces projets. Mais il y a aussi des projets purement privés qui nous permettent de créer massivement des emplois. Quand on fait une industrie, l'État n'intervient pas. Quand on construit un hôtel, un resort, par exemple, quelque part, l'État n'intervient pas, mais ça crée des emplois, ça crée des revenus fiscaux. Également, ça permet d'avoir une croissance économique créatrice d'emplois. Mais pour que tout cela se fasse, il faut la confiance. Il faut que l'environnement des affaires soit le meilleur possible. Les pays tels que Singapour, Corée du Sud ont eu des environnements des affaires pratiquement les meilleurs au monde. Et ils ont pu attirer massivement l'investissement privé. C'est cet exercice difficile quand même que nos États doivent faire pour pouvoir massivement attirer des investissements privés, mais aussi en préparant et en développant des projets transformateurs. Alors, on sent que vous encouragez plutôt l'évolution économique du Sénégal. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des relations avec la France, avec cette volonté de souveraineté économique, avec certaines limites aussi, le Sénégal a toujours besoin de travailler avec des entreprises françaises. Moi, je pense que le Sénégal n'a pas de problème à travailler avec des entreprises françaises. À ce que je sache, les autorités actuelles n'ont jamais remis en question la possibilité de travailler avec les entreprises françaises. De revoir des contrats. Ce que les autorités disent, c'est qu'on on est prêt à renforcer le partenariat, mais c'est un partenariat renouvelé. C'est un partenariat qui va être différent. Nos pays doivent davantage aussi soutenir nos entreprises locales et également créer des champions africains. Les pays qui sont développés en Asie du Sud-Est, non seulement il y a eu massivement de l'investissement privé étranger, mais il y a eu également des champions qui ont été créés dans ces pays-là. Et cela va se passer de la même manière en Afrique si on veut que la croissance soit durable et que les gens s'entendent. Parce que si il n'y a que des entreprises internationales et zéro entreprise privée solide locale, ce ne sera pas une situation durable. Ce n'est pas dans notre intérêt de ne pas faire prospérer aussi des champions
nationaux, régionaux, des champions africains qui vont travailler main dans la main avec des champions mondiaux également. Aurélie Mbida de Jeune Afrique. Là, on va sortir un tout petit peu du Sénégal avec un monde en plein bouleversement géopolitique. Moins de 2 mois de Trump 2 au pouvoir aux États-Unis. Il y a déjà des guerres commerciales à profusion, un renouvellement de l'AGOA, l'accord commercial entre les États-Unis d'Amérique et le continent africain plus que jamais en question, mais aussi un déficit d'investissement chinois. L'Afrique, est-ce qu'elle va devoir choisir un camp entre la Chine, les États-Unis, les BRICS? Moi, je pense que l'Afrique n'a pas à choisir. L'Afrique doit défendre ses intérêts et avoir les meilleures personnes, les plus compétents pour défendre les intérêts de l'Afrique. Rappelons-nous que les pays, comme le disait le général de Gaulle, si je ne me trompe pas, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Mais en défendant ses intérêts aussi, il faut savoir des fois lâcher, parce que des fois c'est donnant-donnant. À vouloir défendre seulement tes intérêts et oublier les autres, on risque de ne pas avoir un deal qui est gagnant-gagnant. Et donc c'est comme dans les affaires, les relations aussi avec les États, c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Et ce qui est important de retenir, c'est que beaucoup de pays qui jusqu'ici peut-être faisaient de l'aide au développement sans contrepartie peut-être directe et évidente, risquent de commencer à demander des contreparties économiques et financières directes. Et l'Afrique doit se préparer par rapport à ça. Et c'est pourquoi nous devons compter d'ailleurs plus sur nous-mêmes, faire la mobilisation de ressources sans taxer les mêmes personnes, mais aussi aller mobiliser les 2500 milliards de dollars de richesses détenus par les personnes riches en Afrique. Et mettre ça sur la table, avoir la BAD qui organise tout cela pour que la richesse africaine finance le développement africain aussi. Vous dites qu'il ne faut pas choisir, l'Afrique ne doit pas choisir, en tout cas aller vers ses intérêts, mais quand on a la première puissance mondiale qui tourne le dos, ou en tout cas qui chahute les intérêts jusqu'ici, quand on a une Chine qui a ses propres problèmes intérieurs avec une croissance qui est un peu plate, et puis d'un autre côté, on a les BRICS qui ont une proposition alternative renouvelée, un nouvel ordre économique mondial, c'est comme ça qu'on le qualifie, parce que c'est pas vraiment vers là que devraient aller les pays africains. En tout cas, peut-être c'est une question qu'on se pose, parce qu'il faut toujours marcher avec des partenaires. Il faut marcher toujours avec les partenaires, mais on n'a pas à choisir un camp contre un autre. Les pays africains, et puis selon les pays, parce que les pays aussi n'ont pas les mêmes sensibilités par rapport aux différents camps. Il faut à chaque fois choisir le partenaire qui nous permet de résoudre un problème particulier. Donc, prendre de chaque partenaire pour obtenir donc ce qui nous arrange le plus. Moi, c'est ça que je conseillerais aux pays africains si on me demandait mon avis. C'est, pour moi, l'Afrique n'a pas à choisir. Et la Banque africaine de développement aussi n'a pas à choisir parce que tous ces pays-là sont des actionnaires aussi de la Banque africaine de développement. Ce qui est important, c'est de faire l'effet de levier encore une fois. Même si l'aide au développement elle est réduite, est-ce qu'il y a possibilité d'augmenter son impact? Parce qu'in fine, ce n'est pas le volume de financement, c'est le volume de l'impact. Et on peut avoir $1 d'aide au développement, avoir un impact de $20 en utilisant ce $1 de manière très intelligente et de mobiliser de l'argent des autres, et surtout le financement privé. S'il y a une puissance qui veut monter en puissance, c'est quand même la Chine, qui a organisé un sommet Chine-Afrique l'an dernier, 45 milliards d'euros promis par Pékin. On verra ce qu'il en est à l'arrivée. Avec un peu de recul, est-ce que le rapport de force vous semble équilibré? Est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique a des leviers aussi pour dire non, parfois, aux Chinois? L'Afrique a plusieurs options. Il n'y a pas qu'un seul pays ou qu'une seule puissance qui détient donc la possibilité de financement pour l'Afrique. Comme je le disais tantôt, l'investissement privé, il ne faut pas le négliger. Sur ce que la Chine a proposé, il y a un gros montant qui est dédié à l'investissement privé. Quand vous écoutez même d'autres pays, les États-Unis, l'Arabie saoudite qui a proposé 41 milliards de dollars par exemple, les 25 milliards de dollars, c'est de l'investissement privé. 10 milliards de dollars, c'est les crédits export, donc c'est l'État qui s'endette pour faire des projets. Et l'aide au développement pur, classique,
c'est 6 milliards de dollars. Pour la Chine également, si vous divisez le montant, vous l'examinez, il y a une partie dette des États, une partie garantie pour le financement privé des Chinois en Afrique, donc l'investissement privé. Quand vous regardez aussi sur l'Union avec l'Union africaine, l'Union européenne, le Global Gateway, une bonne partie également, c'est de garantir des investissements privés vers l'Afrique. Donc c'est pas déséquilibré. Enfin, c'était la question à la base. Non, moi je pense que c'est pas déséquilibré. L'Afrique doit travailler avec tout le monde et regarder son intérêt, ce qui l'arrange. Mais le plus important, ce que l'Afrique doit faire, c'est d'augmenter la capacité à mobiliser des ressources internes. C'est ça qui donne l'indépendance. C'est ça également qui permet d'augmenter la notation de nos pays, qui est extrêmement importante. C'est ça qui permet de réduire la prime de risque et qui nous permet d'aller sur les marchés comme tout le monde. Alors, pour avoir des ressources, Ouais. l'une des façons de le faire, c'est de transformer localement des produits en Afrique. On a déjà commencé à évoquer le sujet, mais on a 2-3 questions à vous poser dans ce contexte-là. Aurélie. Après avoir rejoint le gouvernement du Sénégal, vous avez piloté la mobilisation des ressources pour l'AGIA, une alliance pour l'infrastructure verte en Afrique qui émane de la Banque africaine de développement, mais aussi, on l'a dit, en tant qu'ex-responsable des thématiques énergie, changement climatique. Votre regard est intéressant. On demande aux pays africains de décarboner alors qu'ils n'ont pas fini de s'industrialiser. Ce double discours qui est venu du Nord, est-ce qu'il vous agace ? Moi, je pense que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut viser, c'est d'avoir le meilleur mix énergétique possible, en tenant compte de l'impact sur les changements climatiques. Donc, il faut privilégier des énergies renouvelables, mais sans puissance de base, on ne peut pas avoir le maximum d'énergie renouvelable, surtout intermittente. Donc, il faut une puissance de base. Et aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir une puissance de base, c'est le gaz. Parce que le charbon, c'est du passé, c'est le gaz, c'est également l'énergie hydroélectrique, mais c'est également, en fait, d'autres technologies, mais ces deux-là sont les plus intéressantes donc pour la puissance de base qui est essentielle pour avoir un système énergétique abordable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, sur l'industrialisation, il ne s'agit pas seulement de l'électricité. Il s'agit également de brûler, par exemple, des produits. Et pour cela, il faut soit du charbon, soit du diesel, par exemple, du heavy fuel, ou bien on va prendre du gaz. Comme le gaz pollue le moins possible, comme il y a un besoin de le faire, il faudra utiliser le gaz, d'où l'importance d'avoir le gaz dans le mix énergétique des pays africains. Dans la mesure où ça profite aux économies africaines, pas à des majors étrangères. Parce que c'est ça aussi le débat. Non, le débat aussi, c'est que nous-mêmes... Non, quand je dis utiliser le gaz, c'est l'utiliser en Afrique. Parce que... Mais que les bénéfices, oui, ils restent aussi sur le continent africain. Quand on l'utilise en Afrique, ça veut dire qu'on l'utilise pour l'électricité ou on l'utilise pour l'industrialisation. Quand vous avez une cimenterie, au lieu d'avoir du charbon, mettons du gaz. Quand vous voulez faire, par exemple, de l'alumine à partir de la bauxite, il faut brûler. Et pour brûler, il faut l'énergie, donc on utilise le gaz pour cela. Et c'est ce que doit faire l'Afrique, en tenant compte, par contre, de l'impact, non seulement sur le climat, mais aussi en tenant compte du carbone, en fait, des taxes que certains pays mettent sur les produits manufacturés qui viennent dans leur pays, la taxe carbone, la fameuse taxe carbone. Il faudra tenir compte de cela. Ce qui est important pour moi, en tant que président de la BAD, c'est vaille que vaille. Il faut que d'ici 2030, qu'on ait 300 millions d'Africains qui sortent de l'obscurité. Et pour cela, il y a Mission 300 avec la Banque mondiale. C'est un partenariat entre les deux institutions. Et vaille que vaille, il faudra en fait mettre en œuvre ce partenariat. Et c'est ça la priorité, d'avoir de l'énergie abordable, de l'énergie disponible et d'avoir l'énergie la plus propre possible et en maximisant les énergies renouvelables tant que c'est possible. Parce que l'énergie renouvelable, il y a des limites, encore une fois. Au-delà de la limite, il faut donc le gaz. Mais comment on fait concrètement là ? Vous avez donné quelques exemples, l'alumine, la bauxite, il y a plein d'autres matières premières, les minéraux critiques, qui sont produits en Afrique. Comment on s'assure concrètement que ce soit transformé en Afrique et que ça bénéficie aux Africains ? D'abord, c'est la politique de l'État qui produit les minéraux.
d'exiger qu'il y ait une certaine transformation locale. Peut-être on ne peut pas faire 100% de la transformation, mais il faut pouvoir faire une partie de la transformation localement. Mais deuxièmement aussi, il faut que l'environnement des affaires, pour que les gens qui investissent dans la transformation locale se sentent aussi confortables pour investir donc localement. Et troisièmement, c'est de pouvoir donc transformer en qualité avec des coûts également compétitifs par rapport à la transformation qui se fait en dehors de l'Afrique. Et pour cela, il faut une énergie moins chère, une énergie abordable et une énergie capable de faire cette transformation. Comment vous voyez le cas guinéen avec le projet Simandou? Énorme projet, énorme potentiel, mais un climat des affaires qui, aux yeux de beaucoup, laisse encore à désirer. Je ne sais pas sur le climat des affaires, mais ce que je sais qu'en Guinée, c'est un projet extraordinaire. Et dans ce projet, il y a de la transformation partielle locale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus de, je pense, 12 ou 15 milliards de dollars soient mis en Guinée pour construire 650 km de chemin de fer. C'est du jamais vu. Et pour cela, je dis bravo aux autorités également guinéennes d'avoir réussi à faire un projet aussi important. Et le projet, d'ailleurs, il est à plus de 50 ou 60% donc terminé dans quelques années seulement, peut-être dans 2 ou 3 ans. C'est le peuple guinéen et c'est la Guinée qui va récolter donc les bénéfices de ce projet immense. Vous avez l'air certain que ça va profiter au peuple guinéen. C'est quand même aussi du rôle des investisseurs et des financeurs de surveiller ce projet, s'assurer que d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental aussi, la qualité du projet soit réalisée sur le long terme. En fait, moi, ce que je sais, c'est que le projet a réussi à mobiliser des dizaines de milliards de dollars. Et on ne peut pas mobiliser des dizaines de milliards de dollars dans le monde sans avoir une politique environnementale et sociale impactante et rigoureuse dans un projet. C'est impossible. Et donc, ce sont des revenus que l'État va générer à partir des royalties, à partir des taxes, des impôts, mais aussi l'État guinéen actionnaire en partie dans le projet. Et tout cela, je pense que permettra de générer des revenus pour le pays, pour l'impact dans le pays. J'avais une dernière question sur un sujet qu'on n'a pas finalement abordé au cours de l'émission, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, dont on parle pour évoquer un catalyseur de l'industrie, mais dans les faits, ça patine, alors que énormément de pays africains, quasi la totalité, a ratifié son accord. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui manque? Sur la zone de libre-échange continentale africaine, il y a 3 choses fondamentales, je pense, sur lesquelles il faudra travailler pour que l'impact soit ressenti comme nous l'espérons. D'abord, c'est le hardware. Tout ce qui est infrastructure dont on a besoin pour la connectivité, il faut se focaliser sur cela et c'est des projets régionaux immenses et la BAD a une expertise et une expérience dans le développement de ce genre de projet. Deuxièmement, c'est la réglementation également. Pour pouvoir lutter contre la bureaucratie, contre certaines administrations qui sont lentes au niveau des frontières, également permettre la circulation des biens et services sur le continent africain. Il faut pratiquement des visas presque partout pour certains pays, pour certains citoyens, pour aller dans d'autres parties de l'Afrique, et ça doit évoluer. Et troisièmement, comme vous l'avez dit Aurélie, c'est vraiment la capacité à produire. Si on ne produit pas et on ne transforme pas, on va échanger quoi? Est-ce qu'on va juste échanger des ressources minières? Est-ce qu'on va juste échanger des ressources agricoles sans valeur ajoutée? Non. Il faut la production, il faut la transformation locale, il faut l'industrialisation et qu'on puisse donc échanger des produits qui ont de la valeur ajoutée pour que l'emploi reste en Afrique également. Mais je suis confiant qu'on va y arriver parce que si on veut être vu comme un seul marché puissant, unique, comme certaines grandes puissances, il faut qu'on se comporte comme si on était un seul pays. Si on se comporte comme on est 54 pays avec 54 règles, 54 réglementations, 54 visas, etc., on sera désavantagé par rapport aux autres grands pays. L'Afrique, en 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants.
imaginez si on réussit à ce que l'investisseur nous voit dans tous les secteurs comme un seul pays, une seule entité. Imaginez ce qu'on peut faire. D'un point de vue politique, on n'en prend pas tout à fait le chemin quand même. Amadou Hott, nous arrivons au terme de cette émission. Vous aimez la compétition. On va voir si vous êtes capable de gagner. Vous aimez le sport, vous aimez le football. Et un joueur dans l'histoire de ce sport vous a particulièrement marqué. Le but inoubliable, ça fait toujours du bien de le regarder encore en 1986, Argentine-Angleterre, Diego Maradona. Absolument. Le génie du football, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fascine chez ce joueur, chez cet homme, avec ce parcours si particulier aussi? J'ai toujours été fasciné par Diego Maradona, surtout dans les années 80. Et je jouais au foot régulièrement, même jusqu'à présent, de temps en temps, je joue au foot. Et j'étais droitier, et je suis également devenu gaucher grâce à Diego Maradona. J'étais tellement impressionné par lui que j'ai commencé à jouer avec le pied gauche également. Et à tel point que mes amis m'appelaient quand j'étais gamin Hot Dona. Donc le nom de famille Hot, et puis ils ont rajouté Dona, ça faisait Hot Dona. Et ça m'a un peu collé à la peau pendant quelques années. Après, un parcours de vie très particulier, une lutte contre des addictions, mais une abnégation aussi dans cette lutte. Absolument. C'est triste comment Diego Maradona a fini, mais il a inspiré beaucoup de joueurs. Et d'ailleurs, en parlant de football, je suis devenu banquier aussi par hasard. Je jouais au foot au Jardin des Invalides quand j'étais étudiant, ça c'était en 95. J'avais un boulot d'été comme manutentionnaire à Paris et chaque soir on allait jouer au foot et j'ai rencontré un joueur qui était banquier d'investissement à Londres dans une banque d'affaires et qui m'a fasciné en me parlant de ces métiers de la finance internationale et c'est comme ça que je me suis lancé dans ces métiers. Une dernière question, ça pourrait être une question de philo au bac. Est-ce que la fin justifie les moyens? Je reviens à Diego Maradona. Si je dois répondre avec un seul mot... On pense à la main de Dieu, bien sûr. Avec un seul mot, je dis non. Non. Voilà. Donc vous n'êtes pas un fan à 100% de Diego Maradona, en tout cas de tout ce qu'il a fait. Un très grand merci, Amadou Hott, d'être venu dans les studios de RFI. Merci Bruno, merci Aurélie, ça a été un plaisir. Grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, à visionner sur notre chaîne YouTube et à lire dans les colonnes de jeuneafrique.com. Merci à vous Aurélie. Merci Bruno. Merci à nos réalisateurs Steven Elsley, Yann Bourdelas, Guillaume Munier. À la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur Radio France Internationale.